le traitement de remdesivir, c'est 10 jours de perfusion. Mais vous n'allez pas donner 10 jours de perfusion à des gens qui sont ambulatoires. Enfin, c'est pas possible. 10 jours de perfusion, c'est accompagné de 5 à 10% d'accidents sévères. Donc c'est plus que le risque de la maladie. Donc vous ne pouvez pas envisager, il n'y a pas de place pour ce médicament et on le sait depuis mars ou avril. Ça a été confirmé par nos collègues chinois qui publient dans le Lancet, le Lancet de temps en temps il publie des papiers raisonnables, qui publient en mai, le 16 mai, une évaluation du remdesivir qui sera la seule qui n'est pas financée par Gilead. Toutes les autres sont financées par Gilead. C'est-à-dire les gens qui vendent le remdesivir. Et celle-là, elle dit à la fin, écoutez, il n'y a pas de bénéfice clinique observé. Donc on sait ça depuis mai. Donc comment, en sachant ça depuis mai, pour les seuls qui étaient neutres, d'accord, avant que ne sorte le papier financé par l'OMS, qui a peut-être des défauts techniques, mais qui au moins n'est pas entièrement arrangé et organisé par Gilead, comment à partir de ces données-là, on finit par acheter, je sais pas, 1 ou 2 milliards de médicaments en novembre pour l'Union européenne. Et si vous ne posez pas des questions, c'est que pas, moi, entre la naïveté totale et le complotisme, il y a la place pour la lucidité. Moi, je pense être dans la place de la lucidité. Je ne crois pas que ce soit par hasard. Voilà. Et ne croyez pas que ça échappera au fur et à mesure, parce que j'espère bien que la communauté européenne s'en mêlera. Moi, en tout cas, je transmettrai tous les documents que j'ai. Et puis, on commence à voir dans ce qui étaient les journaux majeurs, les deux journaux majeurs, c'était le New England et le Lancet. Les deux, pour la première fois de leur histoire, ont dû rétracter dans le mois un article qui avait été publié par la même équipe de Pierre Niclé, qui avait publié aussi un papier dans le New England sur le nombre d'accidents cardiaques de la maladie. Et c'est le New England qui a publié tous les papiers de Gilead, dont certains représentent pour moi purement de la publicité pure et dure pour la Gilead. Pas de groupe contrôle, pas de groupe comparatif, juste une série de malades en disant à la fin c'est bon par rapport à ce qu'on connaît. Enfin, moi, j'ai jamais vu des papiers publiés comme ça, un journal comme ça. Donc, tous les articles qui étaient des articles qui n'étaient pas les articles pro-Gilead ou anti-hydroxychloroquine ont été publiés en dehors des grands papiers majeurs et ont été corrigés quand ils essayaient de publier ça dans des grands journaux, y compris le British Medical Journal, qui généralement est le plus lucide, ont été publiés après rectification en enlevant toutes les analyses qui étaient favorables à l'hydroxychloroquine. Donc c'est une véritable politique d'intoxication dont il faudra bien sortir et dont on sortira parce que les faits sont têtus. Et les faits finissent par s'imposer. Comme tout le monde peut attester, l'hydroxychloroquine, ce n'est pas un médicament qui coûte cher. Tout le monde peut faire ses essais. C'est bien d'ailleurs un des problèmes qui se posent actuellement. Et enfin, le BMJ a fait un article, un éditorial que je vous recommande, qui est traduit en français sur notre site, que vous pourrez voir, il y aura un lien pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, qui montre enfin l'exécutif éditeur du BMJ qui dit, écoutez, il y a eu une politisation, une corruption, une suppression de la science dans la gestion du Covid-19 qui est hallucinante, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Voilà. C'est-à-dire que les niveaux financiers pour réussir à vendre un médicament dans une pandémie comme celle-là sont inouïs, inattendus, et de penser qu'on peut manier des milliards de dollars sans qu'il y ait de corruption, c'est une vision d'enfant. Voilà, c'est pas vrai. Et après, quand nos collègues qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique qui vend ces produits depuis un certain nombre d'années s'imaginent qu'ils ont gardé leur libre arbitre, c'est leur opinion, mais personne ne pense ça dans le monde réel. C'est pas vrai. On ne garde pas son libre arbitre. Et on voit bien d'ailleurs qu'en France, il existe un vrai problème avec ça. Alors ça, c'est français. C'est qu'il y a des auteurs qui, une fois, déclarent leur conflit d'intérêt dans un journal, et l'autre fois, ne le déclarent pas dans un journal. Je ne sais pas, le responsable de tout ça en France, Yazdan Pada, qui, jusqu'en 2017, avait des liens très très étroits avec Gilead, considère qu'il n'a pas de conflit d'intérêt, mais dans la déclaration sur l'assistance publique, il marque qu'il avait un conflit d'intérêt jusqu'en 2017, mais quand il fait un article et qu'on lui demande si depuis 5 ans il a des conflits d'intérêt, il marque qu'il n'en a pas. Donc manifestement en France, on ne sait pas ce que sont les conflits d'intérêt, pas du tout. Les gens font comme si ça n'existait pas, que non, ils gardaient parfaitement leur lucidité, bien qu'ils soient devenus très amis, ou qu'ils consomment, ou qu'ils se déplacent en congrès, ou qu'on les paye pour faire des observations. Ils considèrent qu'ils ont gardé toute leur lucidité.
ce qui est l'inverse de la connaissance des humains. Donc on est bien dans une société qui est arrivée là, il faut faire très attention. Quand on est à jouer à ces niveaux financiers, il faut renforcer les mesures de sécurité pour qu'il existe une certaine étanchéité entre les décideurs et les bénéficiaires. Et ça, c'est toutes les sociétés modernes. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle je vous suggère de vous méfier terriblement de nos collègues qui reçoivent beaucoup d'argent de Gilead et qui expliquent que les Africains sont des benets, probablement dans la conversation privée, que l'Afrique est corrompue, parce que ça c'est de la corruption. Donc, ça doit s'appeler comme ça, et j'espère qu'un jour la justice va se mêler de ce phénomène, qui est un phénomène de est-ce qu'on peut conseiller officiellement un gouvernement en ayant des liens d'intérêt avec le principal bénéficiaire des mesures que l'on va prendre. Et si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas se foutre des autres pour la démocratie, parce que vraiment la corruption, c'est la base de l'ennemi de la démocratie. À bien des égards, les journalistes réputés spécialistes en santé des grands médias, journaux, radio, télévision, s'avèrent en effet incapables de prendre une véritable distance d'analyse critique par rapport à la communication gouvernementale. Disons-le, beaucoup d'articles de presse sont en réalité des sortes de copier-coller des communiqués de presse du ministère de la Santé. Quant au mécanisme de la décision politique, il me semble moins transparent, moins collaboratif et plus volatile que jamais. Au final, notre démocratie me semble à certains égards un peu à l'agonie, et c'est, à vrai dire, la principale chose qui m'inquiète dans toute la crise actuelle. Mais sur le port du masque, c'est tellement idiot, excusez-moi le terme, mais... Pas tous les médecins sont scientifiques. D'abord, on nous sort une boîte où il y a marqué, comme sur toutes les boîtes, effectivement, le masque ne protège pas des infections. Pourquoi? Il faut se rappeler pourquoi, quand même. Quand on porte un masque plat, ce masque plat est ouvert, il n'est pas clos, d'accord? Donc si vous avez un virus en suspension, il est évident que ce virus peut passer et que vous pouvez le respirer. Mais c'est pas pour ça qu'on porte le masque. Depuis le début, on porte un masque qui a un but d'écran. C'est-à-dire que son but, c'est d'empêcher une personne porteuse asymptomatique d'aller contaminer son vis-à-vis. Bon, à partir de là, on a cet écran, et donc on diminue la charge virale qui est en l'air. Différentes études, qu'elles soient américaines, qu'elles soient celles du service de santé des armées suisses, ont montré que quand vous baissez la charge virale, vous diminuez le risque de faire une pathologie grave, parce que vous respirez moins d'inoculat viral. Et ce qui s'est passé pour les médecins, notamment dans l'Est, qui étaient privés de masques, c'est que ces confrères ou ces consoeurs ont examiné des patients qui étaient souvent porteurs asymptomatiques, ils ont respiré de fortes charges virales, de façon répétée parce qu'ils ne se protégeaient pas, ils ont fait des formes graves et certains en sont morts. Donc le masque empêche cela. Et quand on dit qu'il y a aérosolisation, laissez-moi, je ne vous ai pas interrompu madame, quand on dit qu'il y a aérosolisation, et c'est ce que nous disions dès le mois de mars, on comprend que les soignants doivent porter des masques FFP2 parce que ceux-là sont clos, et donc ils se protègent dans le sens excréteur vers celui qui reçoit l'excrétion. Mais le masque en lui-même, le masque notamment le masque plat ou les masques en tissu, sont là uniquement pour faire écran, barrage en quelque sorte, à l'excrétion du virus, et donc sont utiles, voire fortement utiles et indispensables dans la protection par rapport à cette pathologie. Mon masque, mec, ce matin j'expire les effluves de la veille et ça tape. Sur Dr Marty, est-ce que quand on porte un masque, on se protège de ce coronavirus? Ça ne sert à rien. Il faut le dire et insister dessus, ça ne sert à rien. Pourquoi? Le masque sert quand tu es atteint d'une affection type grippe pour éviter que tes postillons ou tes projections aillent impacter la personne que tu as en face de toi et donc que tu transmettes ta maladie, mais il ne sert absolument pas, si tu es un sujet sain, à te protéger de la maladie parce qu'il n'a pas un filtre suffisant pour empêcher le virus de passer. Les masques qui empêchent, qui te protègent de la maladie, c'est ce que portent les médecins. Ce sont des masques type FFP2 ou FFP3, dit masque canard, tu as dû les voir comme beaucoup. Et ça on peut pas les acheter en pharmacie. Ils sont difficiles à porter pendant plusieurs heures, si tu veux. Quand le chirurgien les porte pendant 4-5 heures, je veux dire que c'est difficile parce qu'il fait très chaud dessous, c'est-à-dire assez mal. Mais voilà, ça c'est des masques véritablement de protection. Ça sert à rien. C'est une légende urbaine, ça. Il faut que les gens le comprennent bien. La seule chose qu'ils font tourner, c'est les pharmaciens, je pense ça. Mais sinon, c'est le business des pharmaciens. Tape dans ma tête au réveil, comment me faire pardonner à ma femme qui sommeille d'avoir trop titillé hier soir la bouteille, j'en file. Alors, par contre, on est maintenant dans le complotisme, dans plein de trucs. L'hydroxychloroquine, il n'y a qu'en France que ça a eu un succès pareil. Et personne ne dit, les politiques qui sont venus soutenir quelque chose qui est tout à fait un médicament tout à fait inefficace, qui associé à l'azithromycine n'était pas neutre, avec des études qui le montrent, qui le prouvent, mais il n'y a aucun bilan. Mais on peut continuer. Donc, encore une fois, je vais répéter le bon sens du clinicien.
vous avez un médicament certes nouveau, mais qui est testé sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les personnes à haut risque ont tout bénéfice à le prendre. Les personnes à faible risque prendront les vieilles techniques de traitement. Ou alors on laisse filer parce qu'on est incapable d'avoir une technique à la chinoise. On dépiste tout le monde, on bloque tout. On essaye de ralentir seulement. Ou alors on fait ça. Ou alors on fait la Suède. Et on aura la troisième vague. Ou alors on fait la Suède et on a quand même moins de. On fait l'exemple de la Suède, c'est-à-dire qu'effectivement on laisse. Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 28. Nous sommes à Stockholm. Et toujours par rapport à la désillusion dont parle l'Obs en première page, voilà, je voulais vous montrer un petit peu à l'extérieur, voilà comment ça se passe. Là, c'est vraiment la désillusion. Hein. On voit donc déjà, là vous voyez, j'enjambe les cadavres, comme d'habitude. Les gens ont peur, hein. Ils sont vraiment, mais alors flippés, on voit bien. Et vraiment là, la vie s'arrête, quoi. Là, ils sont vraiment en train de se dire, waouh, on aurait vraiment dû faire comme la France. Parce que là, ils regardent leur décompte des morts. Et après, je veux bien hein, que c'est vrai que il y a quelqu'un ici qui vit ici et qui m'a dit quelque chose de très intelligent hier. C'est vrai qu'au final, les chiffres, ils sont pas comptabilisés pareil partout, je suis d'accord. Et malgré tout, en fait, les chiffres qu'on avait en août, à part si la comptabilisation a changé depuis, on peut comparer août et aujourd'hui sur Worldometer. Et tout ce qu'on voit, c'est que la France était 13e en août. Elle est toujours 13e aujourd'hui du classement en termes de morts par million d'habitants. Et la Suède était 8e et maintenant elle est plus de 20e. Donc du coup, il y a pas du tout autant de morts en proportion si on prend la comparaison. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que la vie, elle continue. C'est-à-dire qu'effectivement, on laisse filer et on a beaucoup... Au bout des courses, on a moins de morts par million d'habitants. Oui, et au bout des courses, mais en Suède, on respecte les mesures barrières, ce qu'on ne fait pas en France, oui. Ce qui fait qu'on a plus de morts. Ça a bon dos. Ça n'a pas bon dos. Les fêtes de jeunes. Vous ne pouvez pas expliquer... Dans les universités, les facultés respectaient les règles. Et dès que les étudiants étaient sortis, ils ne respectaient pas les règles, y compris les étudiants en médecine. Écoutez, à l'heure des bilans... Docteur Alexandre Henriot, vous répondez. À l'heure des bilans, on a qu'à se cacher et pas continuer à pérorer en disant on a eu tout bon, on a fait super bien, etc. Parce qu'on a quand même, actuellement, on est à 10 fois plus en termes de taux de létalité que le reste du monde. 10 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a 2,3% de taux de létalité. Ça fait bondir le professeur quand vous entendez ça. Qui me répondent là-dessus, parce qu'effectivement, ce sont des chiffres. Et 0,26% au niveau mondial. On n'est pas bien. Alors attendez, il faut dire les choses telles quelles. On est 15e, donc on n'est pas bien. Le Portugal fait mieux que nous. Non, mais parlons pas de 15e, parlons du taux. Pas mieux que nous, mais l'Espagne fait pas mieux que nous, mais l'Italie fait pas mieux que nous. Donc, d'accord, comparons-nous. Disons qu'on fait pas bien, on devrait faire mieux. Notamment la deuxième vague, on l'a pas prévenue, et on l'a pas prévenue pour des raisons politiques. Le conseil scientifique avait dit, elle est là. Et le président de la République a dit non, c'est sous contrôle et on a perdu plus d'un mois. Sur bête, mes baskets prêts à tout, je suis chaud pour faire suer la bête. J'aurais pas dû le prendre ce dernier morito, la migraine cogne debout sur mon vélo. Le premier argument est politique. Si j'avais su dessiner, j'aurais projeté devant vous une diapositive avec un graffiti qui aurait représenté au fond la tête de Didier Raoult avec en dessous cette phrase « Trump m'a tué ». En déclarant en effet au tout début du mois d'avril que l'État fédéral américain allait constituer des réserves d'hydroxychloroquine, Trump a non seulement achevé de faire classer Didier Raoult à droite politiquement, comme les soutiens des personnalités de droite de la région avaient déjà commencé à le faire, mais il l'a de surcroît associé à la diabolisation dont Trump est l'objet en France de manière générale et dans la gauche et le centre politique en particulier. Alors qu'on me comprenne bien, je n'ai évidemment qu'une forme de sympathie pour Trump, je suis un intellectuel de gauche, c'est de notoriété publique, et je suis fier de l'être, je porte en effet des valeurs et des sensibilités qui m'ont été transmises par ma famille. Mais avoir des valeurs ne signifie pas adhérer à une idéologie quelconque. Et j'aborde les idéologies en ce qu'elles conduisent toujours à diviser le monde entre amis et ennemis. L'idéologie mène au sectarisme. Beaucoup de gens, notamment parmi mes amis universitaires de la gauche intellectuelle et politique, sont malheureusement des gens sectaires. Ils n'ont tout simplement plus pu écouter tranquillement Didier Raoult ou d'autres médecins de l'IHU à partir du moment où ils l'ont étiqueté homme de droite soutenu par Trump. Pour nombre d'entre eux, que je connais bien, c'est malheureusement aussi simple que cela. Et c'est un vrai manque à la fois d'intelligence et d'honnêteté intellectuelle. Car en vérité, quand nous allons tous voir notre médecin, nous ne nous demandons pas pour qui il a voté aux dernières élections. Nous allons le voir pour qu'il nous soigne. J'arrive à la boulangerie pour la belle endormie. Ce sera viennoiserie, je pousse la porte pour acheter des croissants pour madame. Et la vendeuse me recale. Mais dis donc, mon petit
oublié quelque chose là? Merde, mon masque. D'autres choses, c'est qu'il y a certains anticorps qui sont créés par l'immunisation vaccinale qui ne sont pas protecteurs, mais qui seront au contraire facilitateurs. Et ça, on l'a vécu avec la dengue, notamment aux Philippines, où Sanofi a essayé de mettre en place une solution miracle vaccinale contre la dengue, qui est une espèce de grippe tropicale, et s'est retrouvé finalement à faciliter un deuxième épisode de dengue qui est encore plus grave que le premier. C'est comme ça dans la dengue. Vous faites une première dengue qui est pas très très grave, et la deuxième, elle est très sévère, hémorragique et parfois mortelle. Et c'est ce qui s'est passé avec le dengue vaxia, c'est-à-dire qu'il y a eu un court-circuit de cette première épidémie de dengue bénigne. C'est comme si tout le monde l'avait déjà fait et était prêt à faire une dengue sévère. Il y a eu des morts complètement attribuables et complètement attribuées. Il y a des procès en cours. Sanofi a été chassé des Philippines et le vaccin a été interdit. Même vaccin qui, bizarrement, par la Commission européenne du médicament, est autorisé en Europe. Heureusement, on n'a pas de dengue pour le moment, ou très peu. C'est du délire, quoi, en termes de conflit d'intérêts auprès des grandes instances tutélaires, de ces agences gouvernementales et supragouvernementales qui autorisent ou refusent ce qui est prescrit ou pas prescrit. Mon masque, c'est encore l'une de mes frasques. Dès que nous avons observé les effets de l'azithromycine, nous avons envoyé à Monsieur Véran, au conseil scientifique, donc à Monsieur Lina et à Monsieur Fontanet, ces observations. Nous n'avons jamais eu une réponse. Et les seules réponses que les autorités sanitaires ont données, ça a été de menacer les médecins de l'Est. Dès qu'ils ont déclaré dans les revues locales qu'ils avaient eu des résultats surprenants, si vous voulez, ils ont été menacés et par le Conseil de l'Ordre et par les ARS. Vous avez ici un exemple d'un livre qui a été, je vous le montre, qui a été fait par un de ces médecins, donc qui a été subi les répressions du Conseil de l'Ordre et des ARS, c'est le docteur Erstein qui a écrit un livre, je ne pouvais pas les laisser mourir. Et en gros, ce qu'il y a, ça vient du fait que dès le début de l'infection, les autorités sanitaires ont interdit non seulement l'hydroxychloroquine, mais ont dit, sans aucune preuve scientifique, les antibiotiques ne marchent pas. Et donc, beaucoup de médecins, pour ne pas déroger aux recommandations des autorités sanitaires, n'ont pas traité aux antibiotiques. Et inversement, d'autres ont maintenu leur classique démarche qu'ils avaient sur les pneumopathies atypiques et ont traité à l'azithromycine ou à d'autres macrolides dans ces infections. Et si vous voulez, comme pour eux, ça déclarer aujourd'hui que les antibiotiques marchent, ce serait se dénir totalement de leur a priori de départ qui n'était pas fondé. On leur a demandé bien entendu de faire des expériences randomisées puisqu'il ne se fit qu'aux randomisations. On leur a dit mais prenez 20 médecins qui traitent à l'azithromycine, prenez-vous autorité sanitaire 20 médecins qui traitent avec ce qu'on appelle la règle des 4D, doliprane, dodo, domicile et décès. Vous les suivez et vous faites une comparaison. Donc c'était alors le ministère de la Recherche aussi a été informé. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont officiellement été informées de cette piste. J'ai encore oublié mon masque, mec. Je pensais pas qu'un papier et ces 2 élastiques me donneraient envie de prendre une année sabbatique. Moi, je suis chanteur. Richard Horton, qui est le patron du Lancet, avait déjà écrit il y a plusieurs années la publication médicale est passée du côté obscur. Il le dit comme ça, quoi. C'est-à-dire que plus de 50% de ce qui est produit en termes de publications scientifiques, finalement, n'est pas utilisable et ne sert probablement qu'à vendre des médicaments. Et ne vous donne aucune idée sur comment il faudrait vraiment soigner les gens ou vous rapprocherait d'un savoir réel. Ça, c'est le patron du Lancet qui le dit, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est pas un vague auteur ni rien. C'est le type qui, justement, est aux commandes de ce système et qui s'aperçoit lui-même, après 20 ans de travail au Lancet, qu'en fait, il est dans quelque chose de frelaté. C'est la même chose pour Kamran Abbasi, le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui est un très grand journal de médecine aussi, et qui dit Covid-19, politicization, corruption and suppression of science. Et là, je vous invite à aller lire cet éditorial parce qu'il est absolument édifiant en fait sur les conflits d'intérêts sous-jacents qui viennent de manière interstitielle pourrir vraiment la publication scientifique, la médecine et la fabrique du savoir et la fabrique du soin.
Donc là, vraiment, je pense qu'il faut le lire parce qu'il faut arrêter de se voiler la face ou de se cacher derrière son petit doigt. La corruption systémique dans le système de santé est quelque chose qui est absolument renseigné, absolument avéré. Ça n'est ni du complotisme, ni du isme quelconque. C'est simplement, regardons la réalité en face et faisons ce qu'il faut pour mettre un terme à ces dérives-là qui, finalement, font que les politiques deviennent les marionnettes. Les politiques et les médias deviennent les marionnettes de puissances d'argent qui sont tout à fait démesurées. Je veux juste donner du bonheur, je suis pas Hannibal Lecter, je suis pas un marin plongeur, je suis pas métallo-soudeur, je suis pas Zorro le sauveur, moi le masque ça me laisse perplexe. Le porter c'est pas un réflexe, je vais en prendre des prunes, ça me casse les unes, ça me gêne, je manque d'oxygène. Et pourtant il va bien falloir que je m'efface mon attestation et me cacher la face. Car quand je quitte la boulangerie sur mon vélo, la police m'arrête net. Et ça fera 135 €. Mais oui quand même, c'est encore l'une de mes phrases. Va falloir que je casse. C'est pas vrai, merde mon masque. J'ai encore oublié mon masque, mec. Merde mon masque. C'est encore l'une de mes phrases. Merde mon masque. Merde mon masque. Va falloir que je casse. C'est pas vrai, merde mon masque. J'ai encore oublié mon masque.